Aujourd'hui, on est avec Sarah Dupont. Salut Sarah. Bonjour. Est-ce que tu peux juste un peu présenter ce que tu fais pour notre auditoire? Oui, certainement. Merci de m'avoir invité. Enchantée d'être là. Donc, ouais, je m'appelle Sarah. Je suis éducatrice naturaliste pour l'organisme GAEP. C'est en fait un organisme à but non lucratif qui a un focus vraiment sur l'éducation à la nature et l'environnement. Donc, on fait beaucoup d'ateliers avec des écoles, on anime des camps de jour, tout axé sur la nature et l'environnement. On fait aussi des activités de plein air et plein de choses dans les parcs nature à Montréal et dans les environs. Puis aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu puisses nous parler de biodiversité et d'étalement urbain. Mm-hmm. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu c'est quoi le concept de la biodiversité en général? Oui, certainement. Donc, la biodiversité, en fait, ça englobe vraiment tout ce qui est vivant dans l'environnement et l'interaction entre les différentes espèces et aussi avec leur milieu. Donc, ça inclut aussi un petit peu l'environnement non naturel, genre les cours d'eau, le sol, tout ça. Et puis, c'est vraiment un concept qui parle de la grande diversité des espèces qu'on peut retrouver sur un territoire, donc que ce soit des oiseaux, des mammifères, des amphibiens, des végétaux, des arbres, des herbacées, tout ça. Donc, tout ça est inclus dans le concept de biodiversité. Et c'est vraiment aussi une façon de mesurer un peu la santé des environnements et des écosystèmes, parce que on peut savoir que si un écosystème a une grande diversité d'espèces, c'est un indicateur que c'est un écosystème en santé, en fait. Donc, un système qui marche bien, c'est un système où il y a assez de ressources pour supporter plusieurs espèces et avoir une grande diversité génétique chez les espèces, une grande diversité spécifique, donc les différentes espèces présentes sur le territoire et une grande diversité des différents milieux aussi qu'on peut retrouver, comme les milieux humides ou la forêt ou des choses de même. Comment on fait pour calculer la biodiversité, comme le taux de biodiversité d'un endroit? Mm-hmm. Très bonne question. Il y a différents moyens de le faire. Il y a des recherches, des études qui peuvent être montées sur un territoire donné pour essayer de calculer le nombre d'individus de différentes espèces qui peuvent être retrouvés sur cet endroit-là. Il y a différents moyens de faire ce calcul-là. On peut faire des études de capture, par exemple, ou de marquage d'individus et donc de capture, et puis de les relâcher, puis après les recapturer plus tard, et puis compter combien d'individus marqués ont été recapturés plus tard. Donc, ça nous donne une idée de la taille des populations. On peut faire des inventaires aussi de toutes les espèces qu'on peut retrouver dans un territoire. Donc, surtout, les inventaires sont très utiles pour les végétaux, les plantes. Donc, les inventaires forestiers, par exemple, vont prendre un espace donné, donc souvent de quelques mètres carrés, et puis ils vont inventorier toutes les espèces dans cet espace-là, et puis les identifier, et puis les marquer, puis ça donne une représentation de la diversité des espèces présentes dans le milieu. Donc, ouais, il y a différents moyens de le faire. Donc, c'est quoi l'étalement urbain, généralement parlant? Mm-hmm. Donc, l'étalement urbain, en fait, c'est un terme assez général, assez vague. En fait, il n'y a pas vraiment de définition très nette de ce terme-là, mais c'est quand même utilisé pour parler de croissance plus ou moins incontrôlée des environnements urbains. Et puis aussi, ça dénote un peu un étalement non organisé ou avec une utilisation inefficace des ressources du territoire. Donc, quand on pense à l'étalement urbain, on pense à des grands espaces avec plein de maisons monofamiliales, détachées, avec rien d'autre. Donc, c'est souvent des endroits qui dépendent de l'automobile pour se déplacer parce que il n'y a pas moyen d'accéder à des centres commerciaux ou à des épiceries en vélo, ou souvent il n'y a pas de très bons transports en commun non plus dans ces endroits-là. C'est souvent
les endroits d'étalement urbain sont souvent en périphérie des villes. Et puis, donc, ça dénote un peu l'étalement de la ville et puis des zones urbaines dans les zones rurales autour et puis dans les zones naturelles autour des villes. Donc, c'est souvent un terme qui a une connotation un peu négative. Je pense généralement. En général, ouais. L'étalement urbain est décrit comme étant quelque chose comme problématique. Exact, ouais. C'est quand qu'on a commencé à décrire le problème, il y a comme, il doit y avoir une historique autour de ça. Moi, dans ma tête, j'imagine, les années 70, là, grande période de révolution environnementale, mais je sais pas, peut-être que tu peux m'éclairer un peu là-dessus. Ouais. J'ai fait quelques recherches, moi aussi, de mon bord. Ce que j'ai trouvé, c'est que la première fois que ce terme-là aurait été utilisé, ça aurait été en Angleterre, en fait, pour décrire ce qui se passait en périphérie de la ville de Londres. Et puis, ça aurait été dans un article du Times en 1955 que le terme urban sprawl ou étalement urbain aurait été utilisé la première fois. Donc, c'est ça que j'ai trouvé. Et puis, depuis, je pense que c'est un terme qui a gagné un peu d'importance dans la conception des gens autour des villes. Et puis, aussi, c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus dans les grandes villes d'Amérique du Nord, d'Europe et puis à d'autres endroits dans le monde. Ouais, c'est quelque chose qui est... En tout cas, moi, j'en ai vu parler récemment pour ce qui concerne la grande région de Montréal. Est-ce que la grande région de Montréal, c'est un endroit qui a beaucoup de biodiversité? Ouais, donc en effet, la grande région de Montréal est un endroit assez riche. En fait, surtout si on veut commencer par parler de l'île de Montréal, il y a différents endroits qui ont été identifiés qui ont une biodiversité très riche à protéger, qui ont des milieux très diversifiés. On a sur l'île de Montréal même, on a des forêts en fait d'origine qui sont restées. Il y en a pas beaucoup, mais par exemple le bois de Saragay, c'est une forêt d'origine qui a jamais été coupée. Il y a aussi des milieux comme des marais, donc des milieux humides, des petits ruisseaux aussi qui sont importants à protéger. Donc on a une grande diversité de milieux à Montréal et puis autour de Montréal aussi. Et donc c'est quelque chose de très précieux, la biodiversité autour de la ville, et surtout que d'être en contact avec la nature, c'est quelque chose qui est bon pour la santé des gens, et puis sortir dehors, faire de l'activité, les plantes qui filtrent la pollution dans l'air, tout ça. Donc c'est des super bons services que la nature nous rend, et donc on a intérêt à protéger la biodiversité en ville. Ouais, dans les espèces qu'on a comme dans la ville, moi j'ai travaillé un été à faire de la revalorisation de milieux naturels. On arrachait des plantes envahissantes, le nerf brun. Entre autres, oui. Ouais, ça c'est une plante qui peut affecter la biodiversité. Elle étouffe comme beaucoup de plantes autour d'elle. Ouais. Mais on travaillait dans le bois dans le parc des Bateliers. On a trouvé des salamandres. Est-ce que avoir des salamandres, c'est un indicateur d'un environnement sain? Oui, en fait, c'est un très bon indicateur, comme tu dis. Les salamandres sont des créatures assez fragiles, en fait, elles sont très petites, elles ont la peau très très sensible aussi. Les salamandres respirent en partie par leur peau, donc ils ont la peau très mince et puis très sensible, donc la moindre pollution dans l'environnement peut vraiment les affecter. Et souvent les salamandres aussi, elles dépendent d'un couvert végétal assez important qui donne de la litière au sol, des feuilles mortes, des choses de même qui s'accumulent un peu et puis qui gardent un peu l'humidité près du sol. Et donc c'est cette humidité dont dépendent les salamandres. Donc oui, en effet, être capable d'observer des salamandres ou de rencontrer des salamandres, c'est en effet assez spécial, et puis c'est indicateur d'un environnement en santé, parce que justement elles sont si fragiles et puis la moindre perturbation pourrait vraiment les affecter. Et puis une autre problématique aussi dans les parcs, c'est parfois les gens qui sortent des sentiers et donc qui piétinent un peu l'environnement naturel, et puis ça
ça peut poser des problèmes aussi, ça peut compacter le sol, on peut écraser des créatures sans s'en rendre compte, donc ça aussi c'est important c'est à savoir quand on sort dehors, c'est vraiment de respecter l'environnement naturel et puis de rester dans les endroits désignés et puis de pas sortir des sentiers. Et puis, en effet, mais c'est quand même c'est très spécial. C'est toute la diversité des espèces qu'on peut retrouver, même sur l'île de Montréal, dans les différents parcs, dans les parcs nature, dans les parcs urbains aussi. C'est pas juste des salamandres, hein, il y a plein d'autres espèces qu'on peut trouver si on regarde bien. Ouais, j'avais juste été surpris de voir des salamandres parce que je n'avais jamais vu de ma vie. C'est tout petit. Ouais. C'est apparemment très frais. Faut pas que tu y touches avec des mains sèches. Exact, ouais. Une autre problématique, c'est pour les salamandres, surtout en ville, c'est la chaleur. En fait, les endroits construits, bâtis, minéralisés, les routes et tout ça, ça absorbe beaucoup de chaleur, donc ça augmente la température ambiante. C'est ce qu'on appelle des îlots de chaleur en ville. Et puis, donc ça aussi, ça peut affecter différents animaux comme les salamandres ou les reptiles comme les tortues, les couleuvres ou différents animaux comme ça, en fait, qui ont besoin d'un environnement assez contrôlé, assez humide et frais. Donc, ouais. Mais les îlots de chaleur, ça, c'est une problématique de l'étalement urbain. Est-ce que tu pourrais juste nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, certainement. Donc, les îlots de chaleur, en fait, c'est un phénomène qui est observé lorsqu'on a un environnement très bâti, donc avec de l'asphalte, des routes, des bâtiments avec pas beaucoup de végétation, parce que en fait, ces environnements bâtis vont absorber la chaleur du soleil. L'asphalte, c'est noir, ça absorbe la chaleur, ça retient la chaleur beaucoup. Et donc, plus il y a des endroits bâtis, donc avec l'étalement, plus ça s'agrandit. Ces endroits-là, plus la température ambiante va augmenter. Et puis souvent, dans le phénomène d'étalement urbain, on observe des grands espaces bâtis comme ça. C'est pas souvent pensé de mettre des parcs dans les quartiers d'étalement urbain. Et donc, souvent, on observe une augmentation importante de la température. Et donc, pour contrer un peu ce problème-là des îlots de chaleur, c'est vraiment d'essayer de reverdir l'environnement, de planter des végétaux. Les plantes vont donner de l'ombre à l'environnement qui va aider à contrôler un peu la chaleur. Ils vont aussi rafraîchir l'environnement autour d'eux par évapotranspiration. Donc, les plantes... lorsqu'elles absorbent de l'eau par leurs racines, cette eau, elle doit partir quelque part. Donc, ils vont la relâcher par leurs feuilles, par transpiration, par évaporation. Et donc, avec l'humidité qui augmente dans l'air autour des végétaux, ça aide à baisser la température. Donc, ça c'est le phénomène contraire. En fait, on appelle ça des îlots de fraîcheur. Donc, c'est vraiment, on observe ça dans des endroits verts, dans des parcs, dans des cours où il y a beaucoup de plantes, des choses de même. Ça peut baisser la température d'une manière assez significative aussi, je pense. Ouais, en effet. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je sais qu'il y a des études qui ont été faites à Montréal, à d'autres endroits où il y a des températures qui ont été prises dans différents quartiers qui sont plus ou moins végétalisés. Et puis, ça peut faire fluctuer de plusieurs degrés la température. Ouais, c'est ça. Plusieurs degrés, puis on peut le ressentir. Ou juste aller dans un parc, un boisé, puis en sortir. Des petits boisés, man, c'est pas besoin d'être énorme. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, juste avoir une cour avec quelques arbres, des plantes, ça peut aider beaucoup. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un grand endroit tout naturel. Tu sais, même les plus petits parcs urbains, même notre cour arrière avec quelques plantes, ça aide beaucoup. Les ruelles vertes aussi, c'est une initiative assez importante pour cette problématique-là aussi. Dans la faune urbaine qu'on a, développer des espaces verts, ça pourrait être utile pour la biodiversité et les espèces qu'il y a dans les grandes villes qui sont là souvent malgré elles, parce qu'on empiète sur leur territoire, c'est ce qui se passe. Ouais, en effet.
C'est assez surprenant. On n'y pense pas nécessairement, mais il y a beaucoup d'espèces animales qui ont su s'adapter à vivre en ville, qui prennent avantage des différents milieux qui sont disponibles dans l'écosystème urbain. Parce que la ville, c'est quand même un écosystème en soi. Hein. Un écosystème, c'est l'interaction entre les différentes composantes vivantes et non vivantes d'un milieu. Donc, ça rentre là-dedans. Et on a plein d'espèces, hein, comme des oiseaux qui vivent dans nos arbres, dans nos cours. On peut observer des lapins, des marmottes, des ratons laveurs. On peut observer des reptiles et des amphibiens aussi, dès qu'il y a un petit point d'eau. Donc, c'est quand même assez impressionnant, la diversité de la faune urbaine. Et puis, c'est leur milieu maintenant, la ville. Ils sont adaptés à vivre ici, ils savent comment trouver leur nourriture en ville. Et puis, de développer des espaces verts, des parcs urbains, qui permettent à ces espèces-là de trouver de la nourriture, des abris et aussi à se déplacer entre les différents îlots verts. C'est très important parce que c'est le concept de la connectivité des espaces. En fait, dans une ville, ou bien avec le phénomène de l'étalement urbain, souvent l'enjeu le plus important, c'est la fragmentation du territoire des animaux. Et donc, ils se retrouvent un peu isolés dans des parcelles qui deviennent de plus en plus petites d'espaces naturels. Et donc, lorsqu'on planifie des parcs ou bien des milieux naturels, c'est important de pas juste regarder le milieu qu'on essaie d'aménager, mais aussi de voir comment il interagit avec les autres milieux verts autour. Est-ce qu'il y a moyen pour les espèces de se déplacer d'un endroit à l'autre et puis d'utiliser les ressources du territoire au mieux de leur habileté. Comment est-ce que la fragmentation peut réellement affecter une espèce? Est-ce que ça va juste réduire le territoire ou est-ce que il y a quelque chose d'autre qui est fait ici? Donc, comme j'ai mentionné, la fragmentation va affecter beaucoup d'espèces. Premièrement parce que leur territoire diminue, mais aussi parce que avec la fragmentation vient le phénomène de l'effet de lisière, de bordure en fait. Donc, je donne un exemple. Par exemple, il y a une forêt, et puis il y a longtemps c'était une grande forêt, et puis donc dans cet environnement-là, on va trouver des espèces de la forêt. Maintenant, on développe par exemple un champ à côté. Dans ce champ-là, il va y avoir d'autres espèces de milieux ouverts qui vont s'installer là. Et puis, à la bordure de ces deux milieux-là, la forêt et le champ, les espèces vont se chevaucher un petit peu. Et donc, il y a certaines espèces du champ qui vont s'aventurer un peu dans la lisière de la forêt, dans la bordure de la forêt. Et il y a certaines espèces de la forêt qui vont s'aventurer un peu dans le champ. Donc, qui vont peut-être aller chasser dans le champ vu que c'est un milieu ouvert, plus facile d'accès, des choses de même. Et donc, cette bande-là, entre les deux milieux, on appelle la lisière, et puis c'est un peu une zone tampon entre les deux zones, qui agit aussi, qui a un rôle très important dans la nature, qui permet de garder les deux milieux un peu séparés aussi. Donc, qui aide à freiner les espèces envahissantes qui pourraient essayer de rentrer dans la forêt, par exemple, comme le nerf brun qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc, ce qui se passe avec l'étalement urbain et puis la fragmentation du territoire, c'est que ces milieux naturels deviennent de plus en plus petits. Donc, la forêt devient de plus en plus petite, et puis la lisière, la bordure de la forêt, prend proportionnellement plus d'importance. Et donc, on se retrouve souvent avec les espèces qui dépendent du milieu forestier doivent se rétracter de plus en plus loin au centre du territoire pour trouver les ressources dont elles ont besoin, les abris ou la nourriture. Et parce que les espèces d'extérieur rentrent de plus en plus profondément dans la forêt. Et puis éventuellement, si le milieu naturel est devenu trop petit, il ne pourra plus supporter ces espèces-là qui ont vraiment besoin de l'environnement forestier. Parce que le milieu aura été, entre guillemets, contaminé par les milieux qui l'entourent. Donc, c'est ça, l'effet de lisière et de bordure,
cette zone tampon qui est très importante pour garder un peu la séparation des milieux. Et donc, avec l'étalement urbain et puis la fragmentation des territoires, ben, ça réduit vraiment la taille de ces milieux-là. Donc, c'est ça, certaines zones vont se ramasser plus être comme juste des zones tampons en bout de ligne. Exact, ouais. Donc, on se retrouve avec des milieux naturels qui sont, entre guillemets, entièrement des zones tampons. C'est quoi est-ce qu'il y a comme une superficie idéale pour une zone tampon ou ça doit être calculé, ça, quand on veut, admettons, planifier de manière correctement? Ouais. En effet, la Ville de Montréal, en fait, en 2004, a commencé à utiliser le concept d'éco-territoire pour parler de milieux à protéger. Pardon. Donc, dans ce concept-là, on parle d'un noyau d'environnement naturel d'au moins 15 hectares. Donc, c'est ça le chiffre qui a été fixé par la ville pour ce concept-là. C'est 15 hectares de milieu naturel. Et puis ça, c'est genre la forêt au centre. Donc, en plus de ce 15 hectares-là, on compte la zone autour, qui est la zone tampon, qui doit aussi être protégée. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de développement dans la zone tampon autour du milieu naturel, mais c'est une zone protégée quand même où il faut des accords spéciaux pour pouvoir bâtir là-dedans, ou bien il faut faire des études plus poussées du territoire, et puis peut-être on pourrait se voir refuser les accords pour construire là-dedans. Donc c'est un peu comme ça que la ville s'est organisée pour protéger des milieux, des écosystèmes vraiment intéressants et puis considérés uniques et puis importants à valoriser. Comme, admettons, on en parlait plus tôt, le bois de Saraguet. Le bois de Saraguet doit être calculé là-dedans comme étant une zone particulière avec une zone tampon précise qui a... Oui, en effet. Donc, il y a 10 de ces éco-territoires qui ont été identifiés, en fait, à Montréal. Et puis, le bois de Saraguet en fait partie. En fait, le bois de Saraguet est inclus avec le parc nature du bois de Liesse. Donc, ensemble, ils forment l'éco-territoire qu'on appelle j'ai juste trouvé le nom, le corridor. Non, c'est pas celui-là. La coulée verte du ruisseau Bertrand. Voilà, la coulée verte du ruisseau Bertrand, parce que au bois de Liesse, il y a un petit ruisseau qui passe dans le parc, et puis donc ça a été considéré comme un milieu important à protéger. Il y a un ruisseau, il y a un marais, donc le lit du ruisseau et puis la forêt autour est considérée importante à valoriser. Je sais qu'avant tout le développement urbain de Montréal, l'île de Montréal, c'est un endroit qui avait beaucoup de ruisseaux. Là, maintenant, il en reste peu. Ouais, exact. C'est pour ça, justement, que c'est considéré important à protéger les derniers ruisseaux qui restent, parce que, justement, si on regarde des anciennes cartes de Montréal, on peut voir, il y avait des cours d'eau partout sur le territoire, il y avait même des lacs assez importants. Je pense le ruisseau Saint-Pierre en était un qui a été complètement recouvert et canalisé. Donc, beaucoup de ces cours d'eau maintenant sont rendus souterrains. Ils ont été recouverts ou canalisés ou redirigés justement pour donner la place aux bâtiments, à la construction et puis à l'urbanisation de l'île. Donc, il en reste très peu de nos jours. Donc, il y a le ruisseau Bertrand que j'ai mentionné. Il y a aussi le ruisseau de Montigny, qui est un autre éco-territoire à valoriser, à protéger. Donc, c'est les deux principaux. Il y a aussi les rapides de la Chine, qui est un milieu aquatique à valoriser aussi, qui fait partie de ces éco-territoires-là. Tout ça, ça aide à comme, garder une certaine biodiversité à Montréal. C'est quoi les efforts de conservation autour de tout ça, outre les zones tampons? Comment on fait pour les valoriser? Il y a les parcs nature, évidemment. Donc, il y a les efforts de conservation et puis de protection dans les parcs. Il y a des règlements entourant les parcs. On peut pas sortir des sentiers, on peut pas cueillir des plantes. Il faut pas laisser traîner des déchets, des choses de même. Mais il y a aussi
il y a aussi des efforts pour permettre la connectivité entre ces différents éco-territoires-là ou ces différents parcs-là. Donc, c'est pas juste de développer un parc nature à un endroit, c'est aussi de regarder l'ensemble du territoire de l'île de Montréal, voir comment est-ce qu'on peut relier ces milieux-là. Donc, c'est là souvent que rentrent les parcs urbains, donc les plus petits parcs ou les plus petits espaces verts, qui sont parfois très petits. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est quand même des haltes importantes pour les espèces d'animaux qui se promènent sur le territoire, et puis ça permet aussi des échanges entre les différents milieux naturels. Donc ça aussi, d'avoir une vue globale du territoire, de faire l'écologie du paysage, quand on planifie des efforts de conservation et puis de développement de milieux naturels, c'est très très important. Et puis c'est là-dedans aussi que peut s'inscrire l'effort des citoyens, donc de planter par exemple des plantes indigènes dans nos cours, bien des plantes qui peuvent attirer des oiseaux ou des pollinisateurs, des choses de même, ça peut aussi aider sur ce point-là. Parce que tantôt quand on parlait de connectivité, moi dans ma tête c'était il y a un corridor vert comme qui tranche la ville, mais c'est pas nécessairement ça. Non, pas nécessairement ça en effet. Donc ça c'est une version en effet. C'est une façon de faire la connectivité des territoires. C'est justement ces corridors là qui vont vraiment relier physiquement différents milieux. Mais l'autre façon de le faire, c'est de le voir un peu comme des sauts, bien, des roches dans un ruisseau sur lesquels on saute pour croiser. Donc c'est comme des petits îlots qui peuvent permettre le déplacement, le mouvement des espèces d'un endroit à l'autre. Ça n'a pas besoin d'être continu d'un bout à l'autre de l'île, du moment qu'il y a des milieux verts, des espaces verts entre les parcs ou bien les milieux naturels. Ça permet cette connectivité-là. C'est super intéressant ça. Quel genre d'espèces vont bénéficier de ces corridors-là ou de ces îlots-là verts? Donc, souvent, ça va être les espèces un peu plus mobiles. Donc, par exemple, les oiseaux vont vraiment bénéficier de ces espaces verts-là, de ces îlots de connectivité. Les mammifères aussi, qui sont un peu plus mobiles, comme les renards, les ratons laveurs, des animaux comme ça. Malheureusement, ça marche pas très bien pour des animaux comme les salamandres qui sont très petites, qui peuvent pas se déplacer très loin. Ou bien des animaux qui dépendent vraiment d'un milieu humide, comme les tortues par exemple, ou les grenouilles qui peuvent pas quitter ce milieu humide-là. Donc c'est sûr que c'est pas idéal pour toutes les espèces, mais ça aide beaucoup au mélange des espèces et puis au déplacement. Et puis ça permet à différents individus de se rencontrer puis de se reproduire aussi. Donc ça aide la diversité génétique des espèces. Est-ce qu'il y a des efforts citoyens pour ça? Est-ce que quelqu'un peut contribuer à créer un îlot comme ça? Est-ce que c'est désirable pour comme tout le monde? Je sais que parce qu'il y a des gens qui vont dire que je veux pas de raton laveur, t'es proche de chez moi. Ouais, donc c'est certain que il y a des choses que les citoyens peuvent faire. Je pense que c'est peut-être l'insectarium peut-être ou Espace pour la vie qui encourage les gens à planter des fleurs ou des plantes qui vont attirer les pollinisateurs, qui vont aider les abeilles par exemple, les papillons. Donc souvent ça c'est des animaux que les gens aiment bien, qu'ils aiment attirer. C'est sûr qu'il y a différentes espèces ont différentes réputations, hein, donc par exemple les ratons laveurs, les gens ne veulent pas nécessairement les attirer, mais ils font quand même partie de la faune urbaine. Et puis s'ils sont capables de trouver un milieu adéquat pour eux et puis de la nourriture adéquate, hein, donc nourriture adéquate, je veux pas dire nos poubelles, hein, je veux dire leur nourriture naturelle. Donc c'est bon pour eux aussi. Et puis la faune urbaine nous aide beaucoup. Souvent les
les carnivores, par exemple, comme le coyote ou le renard, ils vont aider à chasser les petits mammifères, par exemple, qui peuvent aider à contrôler ces populations-là. Donc, c'est pas tout du négatif pour la faune urbaine. Et je peux pas vraiment vous nommer précisément des organismes ou des efforts pour les citoyens. Ce serait peut-être quelque chose à chercher, mais je sais que ça existe, d'encourager les citoyens ou bien de les épauler s'ils veulent essayer d'établir un coin de nature dans leur cours, par exemple. Donc, c'est quoi les obstacles généraux à la biodiversité? On a mentionné comme l'étalement urbain, mais est-ce qu'il y a des choses plus précises qu'on pourrait mentionner? Je pense on a fait un bon tour. On a parlé de la fragmentation du territoire qui brise les habitats des animaux. Souvent, les obstacles, comme par exemple quelque chose d'aussi simple qu'une route ou bien une autoroute, il y a beaucoup d'animaux qui peuvent pas du tout traverser ça. Si on pense à les animaux plus petits comme les salamandres, des grenouilles, c'est vraiment compliqué pour eux de traverser ça. Donc, d'établir, par exemple, ce qu'on appelle des écoducs, donc des endroits qui permettent le passage des animaux à travers un obstacle comme ça. Ça peut être intéressant et puis important à explorer. D'autres obstacles à la biodiversité. Évidemment, la pollution qu'on retrouve inévitablement en ville, ça peut affecter plusieurs espèces. Donc, ça aussi, ça peut être un obstacle au développement d'une espèce en ville. Est-ce que Montréal fait bonne figure générale en termes de biodiversité et d'efforts de conservation? Bonne question. J'avoue que j'ai pas de chiffres à donner pour ça. Donc, j'ai pas de données exactes. Je pense que de mon expérience avec les efforts qui sont mis pour établir des parcs nature, des réserves, des milieux protégés, je sais que la ville a un target de 10% du territoire à être protégé et puis à être valorisé comme milieu naturel. Et puis, ils travaillent fort là-dessus. Donc, je pense qu'en général, oui, on est très chanceux d'avoir une grande diversité d'espèces qui vivent dans la ville, qui appellent Montréal leur maison. Et puis, d'avoir aussi une grande variété de milieux naturels. On est chanceux de vivre sur une île, donc on a le milieu aquatique à portée de la main presque partout. Donc, la diversité aquatique, on n'en a pas beaucoup parlé à date, mais il y a beaucoup de poissons dans la rivière des Prairies, dans le fleuve aussi. La pêche est une activité qui peut être pratiquée à Montréal. Donc, on a une grande diversité de milieux et puis il y a beaucoup d'efforts pour les protéger et puis protéger les espèces qui les utilisent. Juste parenthèse, on a vu, pas loin de chez moi, en décembre dernier, je crois, une dinde sauvage. Ouais, le dindon. Ouais, en effet. Donc ça aussi, c'est une autre espèce qui peut être trouvée à Montréal, qu'on observe parfois assez souvent aussi dans les dernières années. Et donc, c'est aussi un bon indicateur de la santé de l'écosystème. Ben c'est ça, c'est relativement nouveau. Parce que les autres, les dindons sauvages, ça se déplace beaucoup, je pense. Ça peut voler comme 1,5 km. Ouais. Ça peut voler, puis c'est gros, c'est pas tant ça. Ouais. Des grosses pattes comme des dinosaures. Là. Ouais. Et tous les autres, ils viennent à Montréal parce qu'ils ont beaucoup de nourriture, parce qu'ils peuvent juste se promener, fouiller dans les vidanges, dans le pire des cas. Fait que c'est comme un problème, entre guillemets, j'imagine, où l'activité humaine fournit de la nourriture pour ces espèces-là, puis donc ça change leur comportement à long terme. Ouais. En effet, puis ça c'est une question de gestion de la faune et aussi de prendre conscience auprès des citoyens que
On vit, on fait partie de l'écosystème, hein, on vit, même si on vit en plein cœur de la ville, il y a quand même des animaux autour, et puis donc de prendre conscience de ça et peut-être de prendre des bonnes habitudes pour favoriser la coexistence avec la faune sauvage, par exemple, s'assurer que nos poubelles sont fermées dans un bac avec un couvercle, par exemple, essayer d'éviter de les laisser sur le bord du chemin trop longtemps avant la collecte, des choses de même, essayer de limiter les déchets qu'on jette dans la nature, des choses de même. Donc, les petites choses au niveau de notre comportement qui peut permettre aux animaux urbains de garder un peu leur nature plus sauvage, pour les inciter à trouver la nourriture plus naturelle plutôt que de dépendre vraiment de nos déchets ou des choses comme ça. Aussi de pas les nourrir intentionnellement, hein, de pas jeter des restes de nourriture ou des choses de même pour les animaux sauvages. Ça peut être une bonne habitude à prendre. C'est bon, merci beaucoup. Ouais, avec grand plaisir. Excellent, super intéressant. Est-ce que il y a des affaires que tu veux mentionner à propos des événements que GAIP font, des activités pour estivales? Oui, certainement. Donc, comme je mentionnais au début, GAIP est un organisme à but non lucratif qui fait beaucoup d'activités reliées à la nature et l'environnement. On a des camps de jour. En fait, malheureusement, les camps de jour sont pleins, les inscriptions sont finies maintenant, mais on a quand même plein d'autres activités que les gens peuvent explorer sur notre site web gaip.qc.ca. On va aussi prochainement ouvrir des sites nautiques à Montréal. Donc, ça, c'est des endroits où on a des kayaks à louer. Les gens peuvent venir profiter de la rivière, comme on en parlait, vraiment profiter du milieu aquatique. Donc, ça, c'est à travers le parcours Gouin qu'on fait ça. Donc, parcoursgouin.ca. Donc, ça aussi, c'est une belle ressource qui permet de mettre les gens en contact avec la nature. Et si les gens aussi sont curieux d'en connaître plus sur différents sujets reliés à la nature ou des choses dont on a parlé aujourd'hui, on a un blog sur projetletour.ca où les gens peuvent aller lire sur plein de sujets comme ça. Donc, je vous invite à explorer nos services sur nos sites web. Bon, je pense que ça va nous faire plaisir d'aller voir ça. Donc, on est présentement avec Sarah Dupont, éducatrice naturaliste chez GAIP. Salut, salut Sarah. Bonjour, enchantée. Est-ce que tu peux juste nous redire un peu, c'est quoi exactement ce que tu fais? Certainement. Donc, comme on a dit, moi je suis éducatrice naturaliste pour l'organisme GAIP. GAIP, on est un organisme à but non lucratif qui fait vraiment des activités axées sur la nature et l'environnement, des activités d'éducation auprès du public. Donc, on a des ateliers qu'on offre aux écoles. On fait beaucoup d'activités en classe avec les jeunes du primaire. On offre aussi des activités au grand public et différents volets. On a des camps de jour aussi. Tout ça, évidemment, axé sur la nature et l'environnement. Et puis, prôner vraiment un contact avec la nature autour de nous. Donc, c'est ça que je fais. Excellent. La semaine passée, tu étais là pour nous parler de biodiversité. On a un sujet connexe, les coyotes. À Montréal, c'est un sujet qui est chaud, un sujet d'actualité depuis quelques années maintenant. Oui, en effet. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos des coyotes? C'est quoi un coyote? Donc, certainement. Donc, le coyote, c'est un animal de la famille des canidés. Donc, c'est la famille des renards, des chiens, des loups. C'est vraiment un animal
assez impressionnant en fait. Il peut atteindre environ 58 à 66 cm de hauteur à l'épaule. Donc sur un adulte humain, il va monter environ au genou, il est un peu au-dessus du genou. Donc c'est un animal assez impressionnant qui peut avoir la taille d'un berger allemand environ. Il a un museau assez long, effilé, des grandes oreilles pointues en triangle. Le pelage des coyotes est généralement gris avec un peu une teinte de roux, de beige, avec la fourrure plus pâle sur le ventre et sur l'intérieur des pattes. Donc, pour reconnaître un coyote, c'est les caractéristiques à garder en tête. Le bout de la queue aussi, chez le coyote, est noir, donc ils ont une petite touffe de queue. Une petite touffe de poils noirs au bout de la queue. Donc ça peut aider à les identifier aussi si jamais les gens le croisent. Et puis ces animaux qu'on peut rencontrer en ville, ils se sont installés à Montréal et puis dans toutes les grandes villes en fait d'Amérique du Nord. Ils sont un peu partout. Et puis ils se sont très bien adaptés à ce milieu urbain. Ouais, c'est un très bel animal. Mm-hmm. Ouais. J'avais jamais remarqué le bout de la queue noire, en fait. On le reconnaît par, comme ça, son gris, roux, avec un peu de blanc. Ouais, exact. Et puis la taille aussi. Donc souvent c'est ça qu'on dit aux gens parce que parfois c'est pas facile de faire la différence entre un coyote et un renard. Le renard c'est l'autre canidé qu'on peut rencontrer en ville à Montréal. Donc les renards, eux, par contre, ils vont avoir la touffe de poils au bout de la queue blanc. Donc toujours blanc chez le renard, noir chez le coyote. Donc ça, si on garde ça en tête, ça aide à les différencier. Aussi, évidemment, la taille. Hein, les renards sont beaucoup plus petits que les coyotes. Ils montent environ au milieu du tibia, donc en dessous du genou chez un adulte. Ouais, les renards sont beaucoup plus roux aussi, règle générale. Ouais. Mais les renards, ça fait longtemps que c'est ici. C'est comme un peu originaire d'ici. Les coyotes, pas exactement. Ouais, en effet, pas exactement. Donc les coyotes, à la base, c'est un animal qui provient du centre et de l'ouest de l'Amérique du Nord. Donc c'est là qu'ils ont été observés pour la première fois. Mais ils sont quand même dans la région de Montréal depuis 1970. C'est là que les premières observations ont été décrites. Et donc ça fait quand même un bon bout de temps que les coyotes sont à Montréal et puis dans les environs. C'est sûr que dans les dernières années, c'est quelque chose qui a vraiment pris de l'ampleur dans la conscience de la population, surtout avec quelques incidents qui sont arrivés, qui ont été beaucoup publicisés et tout. Mais ça fait même plusieurs décennies qu'ils sont à Montréal. Ah, je savais pas que ça faisait plusieurs décennies. Parce que je lisais un article à propos justement de l'étalement urbain qu'on parlait la semaine passée. Et il disait essentiellement que il parlait des lynx, surtout aux États-Unis, et qu'il y avait deux types de lynx. Ceux que ça faisait longtemps qu'ils étaient en ville, et ceux que ça faisait pas longtemps qu'ils étaient en ville. Ceux que ça faisait longtemps qu'ils étaient en ville, comme on parle de plusieurs générations, ce qu'ils font, c'est qu'ils savent comment s'alimenter. Ceux qui sont... Et les lynx victimes d'étalement urbain, ben les autres, ils vont manger les animaux de compagnie des personnes qui sont comme... que les personnes les laissent sortir. Parce qu'elles sont en contact avec... comme des zones tampons. Ouais, en effet. Puis, c'est un peu le même principe avec le coyote, en fait. Donc, le coyote, c'est un animal qui a, en fait, beaucoup bénéficié de la transformation du paysage par l'humain. Donc, on pense souvent à l'étalement urbain, à l'urbanisation, la transformation du paysage. On pense que c'est négatif pour les animaux, que les espèces diminuent et ils perdent leur territoire, etc. Et puis, dans beaucoup de cas, c'est vrai. Mais le coyote, c'est une des rares exceptions. En fait, c'est un animal très très adaptable qui est capable d'apprendre comment vivre dans différents milieux et qui a vu qu'il y avait une opportunité en ville et puis qui l'a pris. C'est très intéressant. En fait, les coyotes qui vivent en milieu rural à l'extérieur des villes, c'est des animaux diurnes. Ils vont plutôt évoluer chasser de jour.
tandis que les coyotes qui se sont adaptés à vivre en ville, c'est des animaux nocturnes. Ils ont adapté complètement, ils ont changé leur mode de vie justement pour éviter les contacts avec les humains le plus possible. Donc, ils sortent au crépuscule ou la nuit lorsqu'il y a moins de chances de rencontrer des humains, puisque à la base, c'est des animaux qui veulent nous éviter, qui ont peur de nous. Donc, s'ils ont gardé cet instinct sauvage-là, ils vont nous éviter. Ouais, dans l'article que je lisais, il parlait de la question possible que les villes, en tant qu'environnement, c'est une pression de sélection génétique. Puis ils vont sélectionner certains comportements. Donc, les coyotes certains coyotes sont sélectionnés parce qu'ils fonctionnent mieux en ville, parce qu'ils ont des comportements qui sont plus proches de soit ceux des humains, ou juste qui est plus adapté à l'environnement. Ouais, certainement. Ça m'étonne pas du tout quand on compare les différentes populations de coyotes. Ceux qui vivent en ville, ils ont souvent des caractéristiques assez uniques. Souvent, les coyotes qui vivent à l'extérieur des villes, ils vont souvent se regrouper en meute familiale parce qu'ils chassent du plus gros gibier, par exemple des cerfs ou des choses de même. En ville, ils vont principalement se nourrir de petits mammifères. Donc d'écureuils, de mulots, de campagnols, des lapins parfois. Et pour ça, ils n'ont pas besoin d'être regroupés en grands groupes pour chasser ces petits animaux-là. Donc ils vont être plutôt solitaires en ville. Donc des pressions de sélection sur les différentes populations vont faire en sorte qu'on observe différentes sortes de comportements ou de modes de vie. Et on en parlait un peu plus tôt, ça fait depuis les années 70 qu'ils sont dans la région de Montréal, mais ça fait pas depuis les années 70 qu'on les voit, comme leur pénétration à l'intérieur de la ville, ça a dû s'être faite graduellement, j'imagine. Ouais, en effet, le coyote, il a vraiment été avantagé par la coupe forestière, par l'agriculture. C'est un animal qui aime les milieux ouverts, semi-boisés. Donc, on va souvent le retrouver en ville. On va le retrouver, par exemple, le long des chemins de fer, là où c'est pas mal ouvert et il n'y a pas trop de monde. Dans les parcs nature aussi, on va les retrouver. Donc, dans les milieux comme ça, pas trop fréquentés. Et en effet, le fait qu'ils sont un peu plus observés de nos jours, il y a différentes explications possibles pour ça. En partie, c'est peut-être une prise de conscience de la population, que tout à coup, on se rend compte que, ah oui, il y a des coyotes en ville, et puis c'est vraiment mieux connu maintenant de nos jours. Donc ça aussi, ça aide. Les gens sont plus à l'affût. Quand ils voient quelque chose, ils savent le reconnaître. Et puis ils vont pas juste dire c'est un chien errant ou des choses de même. Aussi, c'est possible aussi que la population de coyotes à Montréal augmente. C'est quelque chose qui est très difficile à mesurer en fait, la taille de la population. Ces animaux très très craintifs, ils vont bien se cacher. On sait pas exactement c'est quoi la taille de la population de coyotes à Montréal. Je pourrais pas vous donner un chiffre exact. Mais on sait qu'il y en a pas mal sur tout le territoire, dans tous les quartiers. Et puis, ces animaux, la majorité de la population n'en verra jamais, parce que c'est des animaux qui se cachent assez bien puis qui savent éviter les humains dans la majorité des cas. Ouais, je sais, moi je me promène dans plusieurs boisés, parcs nature, où il est supposé d'en avoir, il y a des pancartes. J'en vois jamais. Je suis comme, sont où les coyotes? ouais, exactement. C'est des experts pour se cacher. Ils vont surtout sortir le soir, donc à la tombée du jour, ou bien très tôt le matin. C'est là qu'on pourrait peut-être les voir un peu plus. Moi, je pense dans toute ma vie, et puis moi aussi je fréquente les parcs nature depuis que je suis toute petite, et puis depuis que je travaille chez Gap, on fait beaucoup d'activités dans les parcs, des animations, des choses de même. Moi je pense j'en ai vu une seule fois
dans un parc, dans le parc du bois de l'IS, et puis il était au loin, c'était tôt le matin aussi, on faisait une activité de raquette, et puis il y avait personne d'autre dans le parc à ce moment-là, donc ouais, c'est quand même assez spécial, assez impressionnant de les voir, mais en effet, c'est pas souvent. C'est un peu comme le renard, en fait. Les renards sont très difficiles à voir. Cependant, j'en ai vu 2 fois. Puis j'ai l'impression que les renards sont plus farouches que... C'est bien possible. Ouais, les renards vont chasser principalement les petits oiseaux. Donc les petits oiseaux chanteurs ou bien les petits mammifères aussi, les campagnols, les mulots. Donc en fait, les renards peuvent parfois avoir un impact sur les populations, comme on parlait la dernière fois, sur la biodiversité urbaine et puis les animaux, puis la faune, tout ça. Donc, ils peuvent avoir un impact sur, par exemple, les populations d'oiseaux chanteurs. Et c'est intéressant de voir la dynamique entre le coyote et puis le renard, parce que c'est deux animaux de la même famille et ils vont pas beaucoup s'aimer de façon générale. Ils vont faire de la compétition pour le territoire et puis les ressources. Donc, souvent, dans un endroit où on observe des coyotes, il n'y aura pas de renards dans cet endroit-là, et puis vice-versa aussi. Et donc, en faisant partir les coyotes ou en faisant fuir les renards, les coyotes peuvent en fait avoir un impact positif sur les populations d'oiseaux ou bien de petits animaux comme ça. Parce qu'ils vont réduire la prédation sur ces animaux-là en faisant fuir les renards. Wow, intéressant. Donc c'est toutes des questions de dynamique des populations, des espèces qu'on peut observer et puis qu'on ne se rend pas compte nécessairement. Donc on n'a pas beaucoup de données nécessairement sur la quantité de coyotes qui sont qui résident à Montréal, mais est-ce qu'on sait un peu par où ils se promènent? C'est quelles zones sur lesquelles ils ont un impact? Moi, j'avais vu que les coyotes vont privilégier des endroits comme où il y a des lignes de haute tension pour se promener. Parce que c'est souvent des espaces qui sont comme assez larges, où il n'y a pas d'immeubles, avec une petite couverture d'herbe, souvent. Ouais, en effet, les coyotes, c'est des animaux qui peuvent couvrir des grandes distances. Hein, donc, ils peuvent parcourir une vingtaine de kilomètres dans une nuit. Donc, ils vont en effet utiliser des corridors comme ça, comme les lignes de haute tension, les chemins de fer, des choses de même pour se déplacer. Il y a certains endroits où ils ont été un peu plus observés, par exemple à Pointe-aux-Trembles, bien autour du parc Frédéric Bach. C'est aussi un endroit où ils ont été souvent observés. Dans l'ouest aussi, autour de Senneville ou bien du parc du Cap-Saint-Jacques, parfois on entend parler de coyotes dans ce coin-là. C'est utile en fait pour nous lorsqu'on essaye de traquer la population de coyotes. C'est utile pour nous si les citoyens nous rapportent lorsqu'ils voient un coyote, ils font un signalement. Donc pour ça, on travaille de concert avec la ville de Montréal pour la question de la gestion du coyote. Et puis on a une ligne téléphonique dédiée à ça. Donc les gens peuvent appeler pour signaler la présence d'un coyote qui sont observés dans un parc ou bien dans un terrain vague ou peu importe. Et puis ça nous aide à savoir où ils sont présentement dans la ville lorsque les gens le signalent. Donc les coyotes, c'est comme un peu connu depuis un certain temps qu'ils sont propagés, on l'a mentionné en début de l'émission, ils sont propagés à travers toute l'Amérique du Nord de manière assez vraiment nice. Non, je sais pas, j'essaie de trouver comme un mot qui est... ils sont impressionnant. Ouais. Ils sont propagés de manière impressionnante à travers toute l'Amérique du Nord. Apparemment, moi, je le sais pas vraiment, je suis pas un expert, mais leur reproduction est en cause un peu. Je sais pas si tu pourrais nous donner un peu plus d'informations là-dessus. Dans le sens qu'ils sont leur succès reproducteur. Ouais. Ok. Je sais que le succès reproducteur des coyotes en ville est généralement plus élevé que les coyotes
dans les milieux sauvages, dans les milieux ruraux. Justement parce que même si en ville ils ont plus de chances de se faire frapper par une auto ou des choses de même, donc il y a quand même des dangers. Ils ont quand même beaucoup plus de chances de survivre. Ils vont pas se faire chasser, par exemple, par des loups ou bien par des trappeurs. Ils ont moins de chances d'attraper des maladies, des choses de même. Donc, en effet, le succès reproducteur est plus élevé en ville. Je pense pas que les populations sont généralement en augmentation. Comme j'ai mentionné, c'est une des rares espèces qui a vraiment su prendre avantage de la présence des humains et puis qui étend son aire de répartition et puis qui est en augmentation. Donc, je pense en partie c'est son adaptabilité à vivre en ville qui permet ça. Ah, parce que j'avais juste entendu, j'ai eu de la misère à vérifier l'information par moi-même, que les coyotes avaient une méthode de reproduction que quand ils sont pas capables de calculer tous les membres de leur communauté, ben les femelles rentrent en période de rut, ou je sais pas exactement comment le définir, puis sont aussi plus fertiles. OK. Fait que c'est ça que... Parce que la thèse était que au début, dans les années 1800, peut-être même 1700, les coyotes, c'était une peste, puis là, les gens voulaient l'exterminer. Mais la manière dont ils ont répondu à ces efforts-là, c'est juste en se multipliant plus. OK. Ça... Ben, je connais pas l'article dont tu parles, mais je sais que, par exemple, une des raisons pourquoi exterminer les coyotes ou bien les chasser de la ville entièrement n'est pas une solution vraiment adaptée, c'est justement parce que si on enlève des individus d'un milieu, ben les autres individus qui restent vont essayer de combler le trou qui a été laissé. Donc ils vont peut-être plus se reproduire, en effet, avoir une plus grande progéniture, ou bien d'autres coyotes des environs vont venir recoloniser le milieu. Donc c'est pour ça justement que les efforts d'extermination complète sont souvent voués à l'échec. C'est parce que les coyotes vont se permettre de recombler les trous qui ont été laissés. Donc c'est pas nécessairement juste les coyotes, c'est comme n'importe quelle espèce que tu essaies de comme soustraire à un milieu, cette espèce-là va juste recombler le vide qui a été laissé. Ouais, de manière générale. Ouais, c'est comme ça que l'écosystème s'équilibre dans le temps. Ouais. Ouais, parce que j'ai un parent à moi qui essaie d'éliminer les écureuils parce qu'ils viennent manger ses tomates, met des pièges, tout ça, puis tout le monde est là. Si t'enlèves un écureuil, il va y avoir un autre qui va arriver pareil. Ouais, exact, ouais, c'est ça qui arrive. Et puis, souvent les gens se rendent pas nécessairement compte, quand on enlève un individu, par exemple, peut-être que l'individu qui va prendre sa place en est un qui a un comportement problématique, par exemple. Hein? Donc, on a peut-être enlevé un coyote qui avait un bon comportement, qui se gardait à l'écart des humains, qui chassait dans son coin, qui allait pas dans les quartiers. Et puis, on va se voir remplacer avec un coyote qui a un comportement plus problématique, qui va peut-être aller fouiller dans les poubelles, qui va aller déranger les gens et tout. Donc, et puis, en enlevant des individus, on brise aussi un peu la chaîne d'enseignement des parents aux bébés. Hein, donc, si les parents ont été enlevés et puis les bébés sont laissés un peu à essayer d'apprendre par eux-mêmes comment vivre en ville, ils vont peut-être pas prendre des bonnes habitudes, ils n'ont pas de role model entre guillemets pour leur apprendre comment chasser, comment éviter les humains, des choses de même. Donc ouais, c'est souvent de prôner l'extermination ou l'extirpation des coyotes. Ça peut en fait engendrer des plus gros problèmes avec les individus qui sont laissés après, qui vont adopter des comportements problématiques. Je n'avais jamais réalisé que, on le sait, les animaux, ils apprennent de leurs parents, tout ça, mais j'avais jamais réalisé qu'il y avait comme cette espèce de
de filiation, une espèce de culture qui était passée à travers les âges pour les animaux. Ouais, ouais, en effet, les coyotes, c'est quand même des animaux assez familiaux. Hein, donc, les parents vont vraiment, surtout les femelles, vont s'occuper de leurs petits, vont leur apprendre à chasser, comment trouver de la nourriture, comment se cacher, des choses de même. Donc, en effet, c'est assez important pour leur développement et puis pour qu'ils apprennent les bonnes habitudes à vivre en ville. Ben, on disait tantôt que les coyotes en ville sont un peu plus solitaires. Est-ce que la différence entre un coyote en nature puis le coyote en ville, c'est que les unités familiales sont plus petites? Parce qu'en nature, ils vont être juste plus grandes, ils vont avoir l'oncle, le cousin qui va être là. Ouais, donc de manière générale, c'est un peu comme les loups, hein, donc c'est tous des canidés, donc ils ont quand même cette structure un peu hiérarchique avec le couple reproducteur, donc le mâle et la femelle, et puis leur progéniture qui vont faire partie du groupe. Donc souvent c'est vraiment en groupe familial que ça se trouve. En ville, on observe souvent les jeunes coyotes, une fois qu'ils sont grands, qu'ils ont appris comment vivre, ils vont souvent quitter la meute familiale. Donc c'est comme ça qu'on retrouve des coyotes plutôt solitaires, tandis que ceux en effet qui chassent du plus gros gibier, par exemple dans les milieux plus ruraux, vont avoir besoin de rester ensemble. Donc ils vont quitter la meute familiale plus tôt que ce qu'ils feraient s'ils étaient à l'extérieur de la ville en train de chasser du gros gibier. Parce que... Ouais, environ, les jeunes coyotes, ils ont leur taille adulte rendue à 6-7 mois environ. Donc, ils sont nés au printemps et puis rendus à l'automne suivant. Ils sont assez grands pour quitter la meute. Parfois, ils vont rester avec la famille pendant l'hiver parce que c'est une saison plutôt difficile et tout. Donc, ils ont avantage à rester ensemble et puis le printemps suivant, ils vont quitter. Je me demande si c'est en cause pour leur plus grand succès de reproduction en ville, vu qu'ils quittent la meute familiale plus tôt, donc ils sont plus capables de faire des familles plus tôt probablement. Ça se peut en effet, ouais. C'est un facteur qui pourrait avoir un impact en effet. C'est sûr que le coyote urbain, c'est un animal qui fait le sujet de plusieurs études, qui est très qui est gardé à l'œil et tout. Je dois dire que j'ai pas fait des études ou des recherches super poussées dans la reproduction et puis la dynamique des coyotes dans ce sens-là, mais c'est en effet un facteur qui pourrait avoir un impact. On parlait tantôt du contrôle des populations. Les coyotes sont ici pour rester. Oui, en effet. Ouais, donc comme j'expliquais, essayer de les expulser de la ville, c'est une solution qui n'est probablement pas envisageable. Ils font partie de l'écosystème urbain et puis ils ont un impact sur différentes espèces. Ils vont chasser les petits mammifères, ils vont faire fuir les renards par exemple. Ils ont un impact ils peuvent avoir un impact sur les bernaches, par exemple en chassant les petits oisillons ou en mangeant les œufs. Ils peuvent aussi avoir un certain contrôle sur les populations de cerfs. Donc c'est sûr que c'est pas leur gibier principal en ville, mais il y a quand même des cerfs à Montréal, par exemple dans l'Est, dans le parc de Pointe-aux-Prairies. Et puis ils vont souvent les coyotes lorsqu'ils chassent les cerfs, ils vont préconiser les jeunes faons ou bien les individus malades. Donc ça aide à contrôler la population de cerfs et puis aussi peut-être à éliminer des individus malades avant qu'ils puissent passer la maladie aux autres animaux. Donc ça aussi c'est un effet du coyote. Donc ouais, c'est un animal qui est ici pour rester, qui fait partie de l'écosystème, qui a plusieurs effets sur les autres animaux, mais aussi qui certainement doit être gardé à l'œil et puis qui doit faire
qui doit être bien géré par les autorités parce que c'est quand même un animal qui vit en proximité avec les humains. Et puis, il peut parfois y avoir des incidents ou bien des individus qui adoptent des comportements inadéquats et qui doivent être contrôlés. Ouais, donc, qu'est-ce que quelqu'un peut faire quand il est face à un coyote? Très bonne question. Donc, en effet, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les coyotes, c'est quand même des animaux naturellement craintifs des humains. Donc, s'ils ont gardé leur instinct naturel, ils vont pas venir s'approcher, mais c'est possible de se retrouver face à face avec un coyote ou bien de les rencontrer dans un parc ou dans un autre milieu. Donc, vraiment une méthode très efficace pour essayer de gérer le comportement des coyotes, c'est l'effarouchement. Donc, par exemple, faire du bruit, leur crier après. Essayer vraiment, c'est vraiment une méthode qui préconise de donner des stimuli négatifs aux coyotes, donc de les faire associer l'humain à quelque chose de négatif. Donc, leur crier après, taper dans les mains, lever les bras, se faire imposant, tout ça, on peut même jeter les choses en direction du coyote, pas viser l'animal directement, mais jeter des choses pour vraiment lui faire peur et puis lui faire comprendre que l'humain c'est quelque chose à éviter, à ne pas s'approcher et vraiment qu'il garde son instinct sauvage dans ce sens-là. Parce que souvent avec les humains, ce qui peut engendrer des situations un peu problématiques, c'est lorsque les gens se promènent avec leurs chiens ou leurs animaux de compagnie, parce que les chiens souvent sont vus comme des compétiteurs pour le coyote. Ils sont dans la même famille, c'est tous des canidés, donc ils vont voir les chiens comme peut-être un intrus dans leur territoire ou des choses de même. Donc c'est bon à savoir pour les gens qui ont des chiens de les garder en laisse lorsqu'on les promène, comme ça on peut les contrôler si jamais on rencontre un coyote, et puis de savoir que c'est important de les effaroucher, de les faire associer l'humain avec quelque chose de négatif. Ouais, j'avais vu, je sais pas si vous pouvez confirmer, que des coyotes tuaient, mettons, des chiens, des animaux domestiques, pas parce que c'est des proies, parce qu'ils veulent les manger, mais justement parce que c'est des compétiteurs et ils veulent éliminer la compétition. Ouais, exact. Donc, c'est une des raisons, en effet, surtout lorsqu'on en vient aux chiens. Ils les voient comme des compétiteurs. Surtout les grands chiens. Donc, les chiens qui ont à peu près la même taille que le coyote. C'est souvent ça, l'interaction qu'ils ont. Maintenant, quand on en vient aux plus petits chiens, par exemple les chihuahuas ou des animaux plus petits comme ça, là, ça pourrait être une situation où ils pensent que c'est une proie. Donc, il y a eu des études qui ont montré que, tu sais, dans les fesses des coyotes, les résidus de chiens, c'était moins que 1% de leur nutrition, mais quand même qu'il y a certains coyotes qui ont mangé les chiens. Et puis dans ces cas-là, c'est parce que c'était des petits chiens qui pensaient être des proies. Et puis c'est aussi ça qui peut arriver parfois avec des chats aussi. Les chats domestiques, si les gens les laissent se promener dehors, si les chats se promènent dehors, surtout la nuit, et s'ils rencontrent un coyote, ça aussi, ça peut être un enjeu à ce niveau-là. Et l'effarouchement, c'est, comme on disait tantôt, c'est pour associer les humains aux choses négatives, parce que un animal comme ça, en proximité avec les humains, c'est un bel animal, on veut le nourrir, on veut se rapprocher de ça. C'est d'ailleurs des comportements comme ça qui font en sorte qu'il y a des gens qui se sont fait mordre par des coyotes récemment. Ouais, exactement. Et puis c'est justement, c'est en plein le genre de comportement qu'on veut encourager les gens à ne pas adopter. Donc le but de la gestion du coyote, en particulier en ville, c'est vraiment de les garder sauvages, de pas leur donner d'association positive avec les humains. C'est sûr que c'est un très bel animal si on le voit de loin. Si on veut prendre des photos
on comprend. Et puis, en fait, c'est bien de prendre des photos. Ensuite, les gens peuvent les soumettre, faire un signalement. Mais ouais, en effet, essayer de les nourrir n'est pas encouragé parce que ça va leur donner une association avec l'humain comme étant une source de nourriture et puis ça va modifier leur comportement. Essayer de s'approcher pour prendre des selfies avec, c'est pas encouragé non plus parce que ça reste un animal sauvage qui peut réagir de façon imprévue ou bien spontanée. Donc ouais, comme tout animal sauvage, la meilleure façon d'interagir avec, c'est de le regarder de loin, de le laisser tranquille et puis de l'effaroucher si besoin est. Donc, si on voit un coyote, outre faire de l'effarouchement, on peut faire d'autres choses comme avertir la ville. Oui, en effet. Donc, pour ça, la Ville de Montréal a mis en place, en fait, un plan de gestion du coyote qui est en vigueur depuis 2018. Et puis, en partie, ce plan de gestion-là implique la participation des citoyens pour faire des signalements de coyotes lorsqu'ils en voient, pour nous dire où ils sont dans la ville et puis qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur comportement et puis comme ça, d'un côté, on peut évaluer si c'est un comportement problématique qui nécessiterait peut-être éventuellement une intervention comme une campagne d'effarouchement ou une intervention plus poussée, ou bien si c'est un individu qui a un comportement correct, qui est véhicule humain, etc. Donc, dans ce sens-là, on a une ligne téléphonique que les gens peuvent appeler pour faire des signalements de coyotes, qui est le 438-872-COYO, donc 872-2696. Les gens peuvent appeler là pour signaler lorsqu'ils voient des coyotes. On a aussi un courriel où les gens peuvent soumettre leurs photos si jamais ils en ont pris, des vidéos aussi. Donc ça c'est coyotegap@gmail.com, coyote au pluriel, gap comme notre organisme, donc coyotegap@gmail.com. Excellent, super intéressant. Est-ce que il y a des affaires que tu veux mentionner à propos des événements que GAIP font, des activités pour estivales? Oui, certainement. Donc, comme je mentionnais au début, GAIP est un organisme à but non lucratif qui fait beaucoup d'activités reliées à la nature et l'environnement. On a des camps de jour. En fait, malheureusement, les camps de jour sont pleins, les inscriptions sont finies maintenant, mais on a quand même plein d'autres activités que les gens peuvent explorer sur notre site web gap.qc.ca. On va aussi prochainement ouvrir des sites nautiques à Montréal. Donc, ça, c'est des endroits où on a des kayaks à louer. Les gens peuvent venir profiter de la rivière, comme on en parlait, vraiment profiter du milieu aquatique. Donc, ça, c'est à travers le parcours Gouin qu'on fait ça. Donc, parcoursgouin.ca. Donc, ça aussi, c'est une belle ressource qui permet de mettre les gens en contact avec la nature. Et si les gens aussi sont curieux d'en connaître plus sur différents sujets reliés à la nature ou des choses dont on a parlé aujourd'hui, on a un blog sur projetletour.ca où les gens peuvent aller lire sur plein de sujets comme ça. Donc, je vous invite à explorer nos services sur nos sites web. Je pense que ça va nous faire plaisir d'aller voir ça.